J'ai encore eu l'occasion de présenter mes propositions au COP3 à Kyoto. Il y avait 4 personnes dans la salle, y inclus moi-même, et les 3 autres étaient dans une salle erronée. C'est-à-dire que c'est assez difficile de s'imposer avec de nouvelles idées à un moment où il était vraiment nécessaire de le faire. Et je vous avoue que j'ai pu participer au COP. De l'autre côté, j'ai décidé, inspiré par des dizaines de personnes qui m'ont appuyé à l'époque, de ne pas me relancer dans le lobby, dans des propositions difficiles, politiques et économiques, mais j'ai décidé de foncer et de faire moi-même. Pour moi, le plus important n'était pas de gagner ou de perdre dans les grandes négociations multilatérales. Mon but était à la fin de la journée de réussir la transformation dans la société. C'est ça ce qu'il faut. Et aujourd'hui, je suis content de vous partager quelques expériences, mais quand même, il faut que je vous indique quelques personnes qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont beaucoup appuyé, pour que je fasse cette pèlerinage pour avoir le concret. Vous savez que de temps en temps, c'est difficile quand vous proposez qu'on peut produire du papier avec des rochers, papier pierre, des feuilles de pierre. La grande majorité des gens vous prend pour un farfelu. C'est impossible, c'est un homme qui a c'est fantaisie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons quand même 5 usines et on fait 1 million de tonnes de papier pierre aujourd'hui. On a déjà investi plusieurs milliards d'euros là-dedans et on produit aujourd'hui du papier sans l'usage d'eau, sans couper un arbre et le papier recyclable pour toujours, sans devoir déancrer le papier avec l'eau. On a éliminé l'usage d'eau dans la production et recyclage d'eau. Mesdames et messieurs, ce sont ce type de révolution dont nous avons besoin. Et si l'Europe résiste, et si les Américains résistent, parce qu'ils ont des intérêts des industries qui vous vendent de cellulose, comme vous, le Maroc, vous ne produisez pas du tout vos papiers, eh bien, mesdames et messieurs, vous avez l'opportunité de vous lancer dans le papier pour faire la concurrence, parce que vous avez des rochers. Eh bien, vous en avez. En pagaille. Et c'est ça ce qu'il faut quand même regarder. Il faut démarrer cette économie en observant de ce que nous avons disponible. Qu'est-ce qu'il y a disponible? Et si vous n'avez pas d'eau et vous avez des rochers, alors faites du papier. C'est simple. La technologie, je vous l'organise. Et je suis une fondation et je n'ai aucun intérêt financier. Nous avons décidé dans nos fondations, parce que ce n'est pas une fondation, ce sont 38 organisations ONG, nous avons décidé que le plus important, c'est que ça se fasse. Il faut quand même avoir des entrepreneurs qui ont l'esprit de transformer la société. En 91, quand j'étais encore l'éditeur des livres de Lester Brown, j'ai monté plusieurs entreprises, dont une est une maison d'édition. Et la maison d'édition s'est dédicacée seulement aux livres du professeur Lester Brown, State of the World, l'état de la planète. Et ce livre, chaque année, nous donna quand même un survol de tous les problèmes du monde. Et en 91, j'en avais ras-le-bol. Encore une fois, les mêmes mauvaises nouvelles. Je ne voulais plus lire les nouvelles. Je ne voulais plus regarder les statistiques. On devient défaitiste, on devient quand même désorienté, démotivé, parce que les résultats qu'on nous montre dans les statistiques tous les jours sont si mauvaises qu'on n'a plus d'espoir qu'on peut changer la direction dont nous allons. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, j'en veux plus, je me mets dans l'industrie. J'avais déjà fait plusieurs tentatives industrielles, mais jamais à une échelle de la production où j'avais quand même l'arrogance, évidemment, de dire je fais la concurrence contre Procter & Gamble, Unilever et Henkel. Il faut être arrogant, parce que sinon c'est
peu modeste, je ne vous proposais jamais de prendre le défi contre ces gens-là. Et bien, messieurs, j'ai réussi en 3 années de prendre jusqu'à 5% du marché sans publicité. Parce que je ne croyais pas du tout qu'il fallait laver les cerveaux des femmes pour les convaincre avec des coupons d'acheter quand même des lessives qui lavent plus blanc que blanc. Ça n'a pas de sens. C'est quand même prendre les femmes et les acheteurs comme des personnes stupides. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, quand j'ai repris l'entreprise, qui était presque en faillite, j'ai décidé de créer la première usine écologique du monde. Tout fait en bois. Une usine où je payais, excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité, où c'était moi le responsable des sous-vêtements de tout mon personnel. Excusez-moi, mais quelle est la raison? J'avais fait un accord avec les syndicats que je pouvais mettre le thermostat dans mon usine en hiver à 12 degrés. Bien entendu, il fallait avoir des sous-vêtements Patagonia spécial pour aller faire des courses dans les montagnes pour supporter une telle température. Parce que moi, j'avais fait les calculs. Si tout le monde ait quand même ces sous-vêtements extraordinaires thermiques, l'argent que je gagne en maintenant la température dans les halls de mon usine à 12 degrés me payait tous les sous-vêtements et tout le reste en plus pendant 10 ans. Il faut de temps en temps faire un calcul un peu différent qu'un discount cash flow analysis, ce que disent les financiers. Il faut de temps en temps prendre la décision, et là vous voyez le parking de mon usine le lundi à 10h du matin. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de grève. Non, tout le monde n'est pas malade. Mais moi, j'avais décidé de payer mon personnel 50 centimes d'euros par kilomètre pour venir en vélo au boulot. Et vous savez, les Belges, pour 50 centimes d'euros par kilomètre, tout le monde vient en vélo. Je crois, si Monsieur le Président de l'Université décidera de payer tous les étudiants 50 centimes pour venir en bicyclette, vous auriez des problèmes pour garer les bicyclettes. Vous savez que de temps en temps, il faut quand même oser prendre ces décisions. Nous avons pris plusieurs décisions intéressantes, mais mon entreprise est une entreprise qui proposa des produits de détergents et de lessive biodégradables. Je vous avoue que la matière de base, c'était l'huile de palme. Et je ne le savais pas. Quand moi j'étais l'invité du gouvernement indonésien, quand je suis devenu le premier acheteur de l'huile de palme de l'Indonésie, le numéro 1, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais le responsable de la destruction du forêt tropicale humide. Je suis rentré 2 jours après, je suis immédiatement allé à Amsterdam pour rencontrer mon ami le directeur général de Greenpeace et je lui ai proposé de faire campagne avec moi contre mon entreprise. Il n'a pas compris. Mais vous êtes le propriétaire de l'entreprise. Non, non, faisons campagne. Parce que quand même, il faut changer. Je n'ai pas réussi à changer l'opinion de mon partenaire. On était 50-50. Et moi, j'ai décidé de démissionner, de lui donner l'entreprise. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons déjà monté 8 usines au Brésil, une usine au Mexique, où nous produisons la meilleure détergence avec les déchets des pots de jus d'orange. Ça veut dire les oranges, des fruits citriques, ont la délimonène, et la délimonène est extraordinaire produit pour la lessive. Nous avons 9 usines aujourd'hui. Mesdames et messieurs, il faut utiliser ce que vous avez. Vous avez les oranges? De temps en temps, quelque part, qu'est-ce que vous faites avec la peau? Vous la jetez? Peut-être du compost. Et les lessives, d'où viennent? D'où viennent les lessives que vous avez? La détergence, elle est chimique, l'huile de palme.
où elle dépend encore de LAS, ça veut dire pétrole. Est-ce que vous êtes prêt de changer? Est-ce que vous êtes prêt de générer quelques milliers d'emplois comme nous avons fait au Brésil? On a quand même créé 9000 emplois en utilisant les peaux des fruits citriques qui ont été transformés en jus, qui sont exportés et on fabrique des lessives éco. Mesdames et messieurs, il faut penser comme ça, c'est pratique. Il ne faut même pas faire des études, tout est sur Internet, publié, ouvert, open source. Ce qui nous manque, c'est les gens qui font et qui font. Parce que ça, il faut le faire. Mesdames et messieurs, autour de Méditerranée, vous avez 20 000 hectares chardon. Chardon est classifié par les agriculteurs comme une mauvaise herbe. On vous oblige en Europe de jeter des glyphosates là-dessus pour les détruire. Les pauvres glyphosates ne sont pas encore assez forts parce que chaque 6 mois, le charbon repousse. Eh bien, mesdames et messieurs, en Sardaigne, nous avons monté la première usine du monde qui récolte les fleurs, la paille, les racines du chardon et nous faisons 6 produits chimiques naturels. Nous créons une plus-value de 2800 € par tonne de charbon et je me demande quel est le prix de revient du charbon. Rien. Nous sommes à un coût de production qui équivaut 10 $ baril de pétrole. Vous croyez que nous pouvons concurrencer? Pourquoi est-ce que nous tous, on continue à regarder, à nommer le chardon comme une mauvaise herbe quand elle peut vous générer des produits bioplastiques, biolubrifiants, capsules naturelles pour le café, élastomères, et en plus, le substitut pour le glyphosate est dérivé, oui, charbon. Mesdames et messieurs, c'est l'économie du futur. La nature, elle est généreuse. La nature nous donne des chardons, pas pour nous emmerder, pas pour compliquer la vie des agriculteurs. Le chardon, quand même, c'est divin, comme ça fut désigné. Parce qu'après 7 ou 8 ans de chardon, qui est une plante pérennielle, vous avez remis dans cette terre le carbone végétal dont nous avons besoin pour avoir la fertilité. Et nous, on fait tout pour le tuer. Parce que ça fait la concurrence contre quoi? Le maïs, qui vient de l'Amérique latine. Le soja, ça n'a pas de sens. Nous avons perdu notre sens. Et je crois que c'est ça qu'il faut quand même de temps en temps se proposer, c'est de prendre une petite distance et observer. Si vous voulez vraiment parler de la productivité par mètre carré ou par hectare ou par kilomètre carré, on est obligé de parler des champignons. Les champignons sont capables de produire par an, par hectare, 65 000 fois plus de protéines qu'un animal saurait faire. Ça vaut encore la peine de parler des animaux? Je ne suis pas pour ou contre végétarien, mais je me suis rendu compte que si j'ai une productivité qui est 65 000 fois plus élevée en protéines, poids secs comparés, comment osons-nous avoir des universités où on n'enseigne pas la mycologie? À tout le monde. Excusez-moi, à tout le monde. Mon fils a 3 ans, j'ai 6 enfants. 5 fils, une fille. Eh bien, à 3 ans, mes enfants apprennent comment faire pousser des champignons sur le marc café de maman et papa. C'est la survie. C'est l'évidence même. Et si nous souhaitons que nos enfants aient des nutriments de qualité, eh bien, les champignons, 0 cholestérol, 0 gras, acide, etc. Non, il n'y a pas d'oméga 3 là-dedans. Non. Mais ça, on trouvera elle. C'est ma fille Chido. Elle a aujourd'hui 32 ans. Je l'ai adoptée de Zimbabwe.
À 11 ans, elle avait sa première petite entreprise de vente de champignons qu'elle faisait pousser sur la paille. Quand elle arrive à Chipinge, Zimbabwe, où les femmes qui travaillent dans des grandes fermes de café, où elles ne gagnent pas plus que peut-être $1 par jour, quand les femmes apprennent qu'il est possible de prendre tous les déchets, et en 2 semaines, vous avez la première récolte de champignons, ces femmes se lèvent, chantent, dansent et le font. Que font les Européens, les Américains et tous ceux qui ont un MBA pour un plan d'affaires. Un plan stratégique. Je n'ai pas besoin de plan stratégique. Faites pousser les champignons, s'il vous plaît. Quand même, c'est si évident. Si nous souhaitons quand même transformer, il faut faire. Il faut faire, il faut réveiller l'enfant que nous avons. Parce que l'enfant de 3, 4, 5 ans ne fait pas un plan Excel pour les jouets. L'enfant joue. Et nous devons, pour cette raison-là, réveiller l'enfant en nous. Mesdames et messieurs, il faut créer des plus-values. Des plus-values pas nécessairement en termes financiers, mais aussi financiers. Mais ici, vous voyez les champs de riz du projet que nous avons mené au Brésil, où 80 000 hectares étaient presque en faillite parce qu'on ne pouvait plus concurrencer contre le riz de la Thaïlande. Le riz OGM de la Thaïlande était vendu à $190 la tonne. Le coût de revient dépassait les $300 la tonne. Faillite en plus, 250 000 personnes sans emploi. Et on a fait l'observation de ce que vous avez. Eh bien, quand vous êtes dans le sud du Brésil, vous avez l'eau d'irrigation du riz. Nous avons trouvé la spiruline dans l'eau. Vous connaissez la spiruline? Une microalgue extrêmement nutritive. Elle est naturelle dans les eaux d'irrigation. Et au même moment, il y a une multinationale suisse, Syngenta, qui s'est présentée pour montrer que quand même, avec l'OGM du riz, avec la bêta-carotène dans le riz, on pourrait diminuer le risque que les gens deviennent aveugles. Mesdames et messieurs, nous avons trouvé dans l'eau d'irrigation 40 fois plus de bêta-carotène que génétiquement on peut injecter dans les gènes. Alors, à quoi ça sert? Aujourd'hui, au lieu de proposer, comme Syngenta le faisait, au lieu de proposer que les agriculteurs achètent les semences suisses, eh bien, ils continuent à travailler avec leurs propres semences et en plus, ils ont un deuxième cash flow, un cash flow qui est la nourriture, les nutriments pour les enfants. Sur le programme avec le gouvernement brésilien, on a pu distribuer pour 34 millions d'enfants une portion de spiruline par jour. C'est comme ça qu'on change, mesdames et messieurs. C'est concret. Et en plus, avec le prix qu'on paye, on paye pour la spiruline, les agriculteurs de riz font la concurrence contre le riz OGM de Thaïlande. Pas parce qu'ils ont une autre OGM, c'est parce qu'ils ont double revenu. Ils utilisent ce qu'ils ont disponible. De temps en temps, on se pose la question pourquoi nous ne sommes pas prêts d'étudier l'intelligence de la nature. Vous savez quand même, les zèbres, c'est un système d'air conditionné, c'est les clims. Ils ont mis un clim sur les zèbres. Ce sont les lois de la physique. Ça s'applique tout le jour. L'exception de la loi de la physique, c'est quand même bien. Hein? C'est pas comme l'allemand, il y a des exceptions sur les exceptions dans la grammatique. Dans la nature, la physique s'applique toujours de la même manière. L'eau chaude, excusez-moi, l'air chaud monte. Quand l'air monte, pression baisse. De l'autre côté, à l'inverse. Haute pression, basse pression, du vent. Vous savez que ce zèbre est capable de diminuer la température de sa peau avec 9 degrés
grâce au noir et blanc. Quelles sont les couleurs de vos toits, Monsieur le Président? Vos immeubles ne sont pas encore peints en noir et blanc. Peut-être c'est le moment d'inviter les étudiants de faire un bel exercice et avec 110 000 étudiants quand même. Ce n'est pas un gros boulot. Le noir et blanc, ça fut développé par la nature pour des raisons, entre autres pour le climat. Mais la deuxième raison, que si vous avez toujours cette circulation, cette ventilation, il n'y a pas une moustique de malaria qui descendra. C'est pour ça que les zèbres n'ont jamais malaria. Jamais. Il faut quand même penser comment nous pourrions appliquer les lois de la physique et comment nous sommes toujours prêts de poser les bonnes questions. Je pars après-demain pour Piemonte, le nord de l'Italie. La vallée de Piemonte avec 17 microclimats, où il y a 17 types de pommes différents. Les nutriments qui sont dans cette pomme, dans cette vallée des Alpes, eh bien les nutriments sont 20 fois plus que les pommes qu'on importe de la Nouvelle-Zélande ou de Chili. Et nous continuons à comparer la nourriture par kilo. À quoi ça sert? Il faut comparer les nutriments. Si moi j'ai 20 fois plus de vitamine C que les autres, pourquoi vous me comparez par kilo? C'est injuste. Injuste aussi bien pour la nature, injuste pour les écosystèmes, injuste bien entendu pour l'agriculteur qui n'est pas payé correctement. Et les deux peuvent être bio. Bio ne me dit qu'une chose, ce qui n'est pas là-dedans. Ce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et si moi je sais ce qu'il y a dedans, je veux prendre des initiatives positives. Mesdames et messieurs, je suis engagé dans un projet avec un groupe d'une vingtaine de scientifiques et notre base d'opération sera à Agadir. Et c'est à propos de notre expérience à El Hierro. C'est une petite île qui est quand même peut-être 1h30 de vol d'ici. Ça appartient à l'Espagne, mais c'est beaucoup plus proche de l'Afrique que l'Espagne. Les pêcheurs m'avaient invité il y a 25 ans avec la question « Qu'est-ce que nous pourrions faire contre la surpêche ?» Je suis passé sur l'île, je suis allé pêcher avec eux, c'est ça ce que j'ai vu. Mesdames et messieurs, ma conclusion est assez simple, c'est pas la surpêche. Vous pêchez des femelles avec des œufs, c'est quand même la folie. Si vous voulez avoir un futur pour vos enfants, on ne peut pas quand même pêcher les femelles avec des œufs. Imaginez-vous que je remets à l'abattoir la vache qui est enceinte, on me prend pour un fou. Mais pour la pêche, on le fait. Parce que ça n'a pas 4 pattes, c'est pour ça. Tout d'un coup, nous nous rendons compte qu'avec nos 6000 années d'expérience de la pêche, nous ne sommes pas encore arrivés à l'intelligence des baleines qui pêchent avec des bulles d'air. Ah oui, c'est évident que les baleines ont développé la technique de la pêche avec les bulles d'air. Parce que les femelles qui pèsent plus ne sont pas pris par les bulles. Quelle intelligence quand même! Il faut le dire comme il est. Mais je lance le défi aux ingénieurs qui font des bateaux, parce que vous êtes capable de faire le dessin d'un bateau qui remet des bulles autour des poissons, afin que seulement les mâles et les femelles sans œufs sont remises en surface. Alors là, on dit que c'est trop compliqué. Je ne comprends pas, les baleines le font. Si les baleines sont capables de le faire, et les dauphins aussi. Si les dauphins et les baleines sont capables de le faire, ils n'ont pas qu'il est intelligent. Et je crois que ce sont des questions qu'il faut se poser. Regardons quand même cette grand-mère. Elle a 25 ans. À 25 ans, elle donne à nous tous, quelques millions d'œufs par an. Si elle a 10 ans, elle ne me donne que 2 000. Vous voyez la différence entre 2 000 et 3 millions? C'est quand même une grande différence, c'est une différence exponentielle. Alors, nous avons installé un système sur cette île. Vous voyez le petit cadre, le
cercle, et sur 5 km², où normalement les poissons pondent leurs œufs, personne n'est permis d'entrer. Et nous avons fait la politique, quand vous pêchez, jamais avec des filets, seulement en ligne, et si vous avez une femelle avec des œufs, remettre dans l'eau. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, autour de cette île El Hierro, nous avons 10 fois plus de poissons en densité que la moyenne de l'Espagne. 10 fois plus. Les pêcheurs ont tant de poissons qu'ils ne travaillent que 4 heures par jour. C'est la vie. C'est une vie tout à fait différente. Revenu moyen des pêcheurs sur El Hierro est 46 000 € par pêcheur. Vous connaissez des pêcheurs qui sans subside. Sans subside. Vous connaissez des pêcheurs qui gagnent 46 000 € par an. Ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'Agadir pour démarrer d'ici 1 an et demi nos nouvelles techniques de la pêche. Mesdames et messieurs, nous avons quand même quelques hypothèses dans l'agriculture qui sont devenues des dogmas. Une de cette idée fixe, si vous me permettez de le dire, c'est que l'agriculture a besoin d'eau. Eh bien, nous nous sommes mis là-dessus il y a déjà 25 ans, et aujourd'hui, nous avons la toute première grande ferme qui cultive 17 000 tonnes de tomates, et pour chaque kilo de tomates, nous produisons 3 litres d'eau potable. 50 millions de litres d'eau potable avec la production de 17 000 tonnes de tomates. C'est ça ce qu'il faut faire. Vous avez l'eau? Vous avez trop d'eau? Vous aimeriez bien avoir une agriculture qui produit de l'eau? Vous voulez bien vous éliminer cette irrigation goutte à goutte? Eh bien, on l'a fait. Et on produit l'eau potable. Je n'entre pas dans les détails techniques. Je laisse ça aux ingénieurs de le devenir. Mais ici, vous avez notre première installation en Australie de 2000 m², qui très vite fut transformée dans une installation qui produit ces fameux 17 000 tonnes. Ce sont des tomates bio, à la moitié du prix, des tomates importées, des tomates OGM de la Chine en Australie. On peut faire la concurrence. Mais pourquoi est-ce qu'on fait concurrence? Parce qu'on fait un autre modèle de productivité. Notre but n'est pas d'être le moins cher. Notre but est de contribuer avec la création de beaucoup plus de valeur ajoutée qu'il est possible avec une tomate. Et une des grandes valeurs ajoutées, c'est ce que quand vous avez des terrains où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité et rien ne pousse, ces terrains ne vaut rien du tout. Mais le jour où vous avez des tomates, l'eau et l'énergie, ce terrain vaut beaucoup d'argent. Et si vous incalculez la capacité de transformer du terrain qui n'avait plus de futur, n'avait pas de valeur, eh bien vous changez le modèle d'affaires. C'est un investissement foncier. Et jamais les agriculteurs étaient des bons spéculateurs dans l'immobilier. Il y a le jour est arrivé, transformer cette logique. Mais nous avons fait un autre calcul. J'ai vu ici la petite, voilà. Nous sommes à Porto Augusta. Pour les Australiens, nous sommes au fin du monde. Il n'y a plus rien. Ce sont les mines derrière. C'est-à-dire que ce sont des terrains où les camions arrivent et ils rentrent vides. Il y a 10 ans, on a fait un calcul de la totalité du volume des camions vides qui rentrent à Sydney et à Melbourne. Je vous demande de me donner un chiffre. Combien de tonnes d'espace vide est-ce qu'il était disponible? 17 000 tonnes. Nous avons acheté les 17 000 tonnes vides pour les prochaines 20 années.
qui nous ont déclarés comme des fous, parce qu'il n'avait rien à transporter. Ah, c'est ce qu'il pensait. Résultat n'étant que je paie un prix quasi nul pour transporter mes tomates à Sydney. Il n'y a même pas. Mesdames et messieurs, il faut faire l'analyse. Qu'est-ce qu'il y a disponible? Qu'est-ce que vous avez? Et vous vous imaginez les futurs. L'investissement a un tel succès que nous croyons que d'ici 25 ans, si les cultivateurs de tomates en Espagne ne changent pas, seront toujours faillites. Ils seront toujours faillites parce qu'ils consomment l'eau. Nous produisons l'eau. Eux, ils ont besoin des produits chimiques. Nous, on s'en passe. Un fonds d'investissement de 500 millions fut établi pour développer 3 nouvelles fermes. Mesdames et messieurs, le capital est prêt de suivre. Ça, c'est nouveau. Le capital est prêt de suivre parce qu'il y a des cas concrets qui démontrent que oui, c'est possible de changer fondamentalement la logique de notre économie. C'est pas la moins chère qui va gagner. Ça, c'est un privilège pour 8 à 10 pays du monde entier. Les autres 190 pays du monde ne peuvent pas concurrencer sur base du prix du meilleur marché. C'est fini. Il faut créer des plus-values. Ça s'applique pour le Maroc, ça s'applique également pour presque tous les autres pays du monde. Maintenant, j'aimerais bien vous introduire quelques révolutions qui sont en train de se développer autour de l'Internet. Pour moi, l'Internet aujourd'hui est encore dans un état néandertal. Ça veut dire on a quand même quitté les caves, mais ne sont pas encore dans la modernité. Nous croyons que l'Internet d'aujourd'hui c'est la modernité, mais je vous assure que ce n'est pas vrai du tout. Je vous explique comment et pourquoi. Premièrement, il y a la grande révolution de la nouvelle génération des LED. Les LED qui, grâce au développement technologique de Shuji Nakamura, le prix Nobel de la chimie de 2014, les LED qui ne transforment que 1% de l'énergie en chaleur et qui sont capables de transformer 99% de l'énergie en lumière. Ça, c'est une révolution. Mais la révolution la plus importante, c'est que pour la première fois, les scientifiques commencent à comprendre comment fonctionnent nos yeux. Imaginez-vous, on souhaite déjà conquérir l'espace et on ne sait pas encore comment fonctionnent nos yeux. La lumière que vous avez ici, les lampes traditionnelles, prêtes à être changées avec la 4e génération des LED, vous donne une lumière bleue. La lumière bleue vous dit que c'est la journée. Le ciel est bleu. Quand vous avez une lumière bleue, vos pupilles se ferment. Et la petite ouverture qui reste, la petite ouverture noire, vous connecte dans votre cerveau avec 5 millions de neurones. Si de l'autre côté, vous avez la lumière jaune, rouge, c'est la lumière de la lune, vos pupilles s'ouvrent et vous établisserez le contact entre vos yeux et votre cerveau avec 120 millions de neurones. 24 fois plus. La seule chose que vous avez fait, c'est que votre cerveau, qui a cette capacité, se met en marche, fonctionne mieux quand vous avez une lumière jaune, rouge et pas bleue. Toutes les lumières aujourd'hui sont bleues. Je ne comprends pas. Qui est le responsable pour ça? Eh bien, si vous avez cette capacité biologique dans vos yeux, comme vous le savez, ce sont des photons
il y a un excès de photons. Une fois que votre cerveau est prêt de recevoir les photons, vous voyez mieux et plus. Mais les photons sont aussi la base de la transmission des données. Ça veut dire que vous aurez un Internet par lumière qui fonctionne 24 fois plus grâce au simple fait que les neurones fonctionnent de la meilleure manière. Alors là, on est arrivé à faire une seconde grande observation avec les plantes. Je ne sais pas si vous le savez, si vous avez des biologues chez vous. Qui est biologue? Qui a étudié la biologie? On a pas mal, mais ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur que je vais taper là-dessus. Je ne vais pas taper. Mais quand même, nous savons qu'il y a chlorophylle A et B. On ne sait seulement pas à quoi ça sert. Chlorophylle A et B prennent quand même leur énergie des fréquences de lumière légèrement différentes. Aujourd'hui, nous savons parfaitement que les plantes, grâce à chlorophylle A et B, ont un GPS et un calendrier. Ah oui, parce que grâce à la différence de la fréquence de la lumière, la plante sait exactement dans son ADN où est-ce qu'elle est. Est-ce que la plante est installée à Cherbourg ou à Marrakech? Elle le sait. Deuxièmement, à côté du GPS, grâce à cette différence de la position du soleil tous les jours et les différentes fréquences de lumière tous les jours, les plantes ont un calendrier exact. Raison pour laquelle que la fraise qui pousse en Bretagne pousse en juin et la fraise en Suède avec les mêmes semences pousse en août. Intéressant. Alors qu'est-ce que nous avons fait? On a fait les premiers tests avec les salades. Et nous n'avons pas fait l'ADN des salades. Nous avons fait l'analyse détaillée de quelles sont les fréquences de lumière dont les salades ont besoin pour faire pousser. On donne ce qu'elles souhaitent avoir, et de temps en temps, on ne donne pas du tout. Et on le redonne après. Aujourd'hui, nous avons la capacité, grâce à la 4e génération des LED, nous font pousser des salades en 2 semaines. Bio. Bio. Ça veut dire zéro chimie, zéro génétique. On n'utilise rien de la génétique, on n'utilise rien de la chimie. Ce sont des semences naturelles, telles que nous l'avons toujours connues. La seule chose que les scientifiques doivent apprendre, c'est quelle est exactement la fréquence de la lumière que cette salade souhaite avoir. Et une fois que vous avez stéréotypé les différentes salades selon les lumières qu'ils souhaitent, vous faites pousser des salades en 2 semaines. Normalement, ça prend 5-6 semaines. Vous savez, ça veut dire en termes de combien d'eau nous sommes en train d'économiser seulement pour les salades. On a fait avec des fraises. Aujourd'hui, fait, ça tourne. L'université, vous avez une responsabilité de vous mettre là-dedans. Parce que ça change toute la logique de la compétitivité des fraises et des salades. Et nous sommes en train de le faire aujourd'hui avec des fleurs. Cette année-ci, les scientifiques ont accepté un grand défi aux Pays-Bas. Vous savez, l'horticulture, les Pays-Bas, c'est le centre du monde. Et le 14 février, vous savez ce que vous devriez faire? Le 14 février, normalement, il y a quelques fleurs qui s'échangent. Ouais. Aussi chez vous, j'espère. Eh bien, aux Pays-Bas, normalement, ce sont des roses, et des roses importées, soit de Kenya, soit de la Colombie, peut-être chez vous. Et les roses importées, bien entendu, bien chimiquement traitées parce qu'elles tiennent quand même encore quelques jours après la remise, ça coûte beaucoup d'argent énergétiquement, point de vue d'environnement.
Nous avons décidé d'offrir, pour la première fois dans l'histoire des Pays-Bas, 50 millions de tulipes. Vous savez que les Hollandais, ils adorent les tulipes. Ils croyaient quand même que c'était inouï de pouvoir mettre sur le marché, c'est-à-dire le 13 février, 50 millions. On nous a dit que c'était impossible. Eh bien, mesdames et messieurs, quand on me dit que c'est impossible, je m'intéresse de le faire. Eh bien, nous avons fait une préétude de quand même de 1 an et demi pour savoir exactement quelles sont les fréquences de lumière que souhaitent avoir les tulipes. Eh bien, on a pu faire un timing parfait et les 50 millions de tulipes étaient fournis sur le marché. On n'a pas importé les roses de la Colombie. Mesdames et messieurs, c'est la lumière. Vous vous rappelez peut-être du grand livre Genèse, où les premiers mots que Dieu nous adresse, c'est que la lumière soit. Et il y a un peu plus derrière que vous imaginez. Et maintenant, les scientifiques sont en train d'apprendre qu'il faut quand même repenser complètement la logique. Mais ce qui pour moi est très important, c'est le modèle d'affaires derrière. Les sciences extraordinaires, mais au même moment, il faut que nous changeons fondamentalement le modèle d'affaires. Eh bien, mesdames et messieurs, vous connaissez ce monsieur? Vous savez que quand les femmes en général, et quelques hommes aussi, ils prennent un petit Nespresso, ils pensent qu'ils sont en train de prendre un espresso avec M. Clooney. Cette image de M. Clooney est si forte que M. Clooney a déjà été payé 120 millions d'euros pour qu'il prenne le Nespresso. 120 millions quand même. C'est une folie. Il reçoit plus que les caféculteurs ensemble. Ça, c'est injuste. Excusez-moi, hein. Je n'ai rien contre M. Clooney, certainement rien contre son épouse. Rien contre. Mais un modèle économique où M. Clooney gagne plus d'argent que les caféculteurs, c'est une folie. Il faut le protester. Mais la protestation doit être accompagnée avec des propositions qui sont meilleures. Eh bien, vous connaissez probablement les travaux de ma fille qui fait pousser sur le marc café des champignons. Nous avons quand même déjà aujourd'hui plus de 5000 fermes de champignons qui poussent sur marc café. Et quand on me dit Günther, quel succès, je ne dis pas du tout. Nous devrions avoir un jour au moins 1 million de fermes qui font pousser des champignons sur marc café. N'oublions pas que le café est le deuxième commodity le plus échangé du monde après le pétrole. Comment est-il possible quand vous prenez votre tasse de café, vous n'ingérez que 0,2% de la biomasse cultivée? 99,8% on le jette. Alors vous parlez quand même de la nécessité de devenir une société durable. Commençons avec le café. Je n'ai jamais vu des campagnes de Greenpeace contre les gens qui boivent du café. Mais nous devons nous rendre compte que l'opportunité est énorme. 1, on peut faire pousser du café, des champignons sur le café. 2, les déchets du café et des champignons est un extrêmement bon nutriment pour les poules. 3, on peut faire le textile avec le marc café. Pas la totalité, c'est 6% qui est café. On peut le même mettre dans les moquettes. On le mélange dans l'insulation, par exemple dans les voitures Tesla. Et bien entendu, aujourd'hui, on fabrique la peinture avec 20% d'huile de café. Parce que l'huile de café résiste ultraviolette. Mesdames et messieurs, j'étais à Madagascar
Et à Madagascar, nous avons découvert quand même 51 variétés de café sans caféine. La connexion est unique dans le monde. Le Madagascar est malheureusement un pays qui est en train de se déboiser. Il ne reste que 18% de la totalité de forêt. Un pays qui a quand même 90% de la biodiversité qui ne vit que dans ses forêts. Le monde entier doit prendre quelques initiatives. Et bien entendu, le monde ne le fait pas. Raison pour laquelle nous avons décidé de relancer le forêt tropicale au Madagascar, 100 000 hectares, pour faire pousser sur la canopée des arbres de cette forêt régénérée le café sans caféine. 100 000 hectares, ce n'est qu'un début. Mais nous sommes en train de refaire toute la logique du café. Avec ce que je vous ai montré déjà maintenant, nous avons passé du prix la tonne café de $600 à $3 200. Et ce n'est pas assez pour sauver la caféiculture. Alors moi, j'ai repris un peu la très mauvaise histoire du roi Léopold II, le roi des Belges, qui était le pire colonisateur de l'histoire du monde. La génocide de roi Léopold II est pire, probablement, de l'extermination des Juifs par les nazis. Mais ce Léopold II, il avait investi dans les années 1850, il avait investi dans le cacao. Malheureusement, son cacao a perdu sur le marché contre le café. D'ailleurs, à Paris, à Bruxelles, on nommait ça des cafés et pas des cacaoés. C'est-à-dire que les gens ont préféré de prendre du café. Le roi qui avait investi cherchait des solutions pour sa surproduction de cacao. Il invitait des gens avec des noms comme Godiva, Neuhaus, Poisson d'Or et des autres. Et tout d'un coup, les Belges se sont rendus compte qu'ils avaient le cacao, du lait et du sucre. Ils l'ont mélangé, ce qu'on appelle aujourd'hui le chocolat. Mais pour pouvoir faire l'acceptation du marché, le roi, qui imposait quand même pas mal de choses, imposa à l'époque que quand on servait un café, il fallait servir à côté avec du chocolat. Ce qu'on fait encore aujourd'hui. C'est assez incroyable, hein? Au point de vue marketing, quand même, c'était pas mal vu. Mesdames et messieurs, reprenons les lois de la physique. Si vous avez un liquide, vous mettez un solide là-dedans, vous l'appelez café, vous avez mis là-dedans 3 grammes de café. C'est quand même pas grand-chose. Mais si vous faites maintenant, dans la même logique qu'on a fait il y a 150 ans avec le chocolat, on fait la même chose avec le café, eh bien, mesdames et messieurs, nous avons lancé, il y a quelques semaines, le café solide. Le café solide équivaut, une petite barre de café comme ça, solide, équivaut 4 Red Bull. Vous connaissez Red Bull? Eh bien, 4 Red Bull, concentration. Nous avons une acceptation par les gamers et les hackers qui est invraisemblable, et nous avons aujourd'hui une introduction sur le marché. C'est pour ça que je voulais avoir quand même aussi un café sans café, d'avoir le bon goût. Le produit que vous voyez, c'est 70% café solide, la totalité de la cerise, pas seulement les grains, parce que la cerise est pleine d'antioxydants, et c'est ça ce que nous voulons donner
au lieu de seulement avoir la caféine. Mesdames et messieurs, pourquoi est-ce que je le fais? Eh bien, si vous faites le calcul des 3 grammes de café dans une tasse de café, nous avons réussi à que le caféiculteur touche 3 200 €. Mais si moi je fais café solide, le caféiculteur touche 48 000 € par tonne. On change la logique de l'économie. L'enjeu du futur, mesdames et messieurs, ce n'est pas la productivité par kilomètre carré ou par hectare. L'enjeu du futur, c'est la capacité de développer des produits qui répondent aux besoins du marché en termes de nutriments, en termes de santé, en termes de nourriture, et qui, quand même, donnent aux agriculteurs un prix juste, afin que les communautés puissent pas seulement survivre, mais se développer. Je reviens brièvement au charbon, parce que je voulais quand même vous montrer quelques photos des produits qu'on peut faire avec le charbon. J'aimerais bien que l'université comme le vôtre, où il y a une faculté des sciences, où vous formez des chimistes, que les chimistes aient quand même des cours sur le charbon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le charbon? Qu'est-ce que nous pouvons produire? Et entre autres, on peut produire des plastiques qui se dégradent aussi bien dans l'eau de mer que dans le soleil, que se dégradent dans la terre. Mais il faut toujours être prêt pour les bonnes surprises. Mesdames et messieurs, avec ce que nous avons lancé récemment en Sardaigne, avec la première grande bioraffinage avec le charbon, nous avons également trouvé des bactéries enzymatiques qui permettent de produire fromage de chèvre. Nous produisons 2000 tonnes de bactéries enzymatiques qui nous permettent quand même de produire presque la totalité des fromages de chèvre de l'Italie. C'est naturel, ça vient de charbon. Nous avons toujours des surprises, mesdames et messieurs, et je crois que c'est très important qu'on est prêt, au nom de notre communauté, de trouver des solutions. Vous me donnez encore quelques minutes? Vous allez bien? Moi, je n'ai pas d'autre rendez-vous, je faisais 7 h demain à Casa. Alors d'ici jusqu'à 7 h Casa, ça va. L'énergie. Mesdames et messieurs, nous avons décidé il y a quelques années, un ami, Marco Simeoni, a eu dans sa tête cette idée de développer le bateau le plus efficace du monde. Un bateau qui ne travaille qu'avec l'eau de mer, soleil et du vent. Le bateau fut construit et le bateau est en train de faire. C'est un bateau qui a 512 mètres carrés de plaques photovoltaïques, qui est équipé avec 8 tonnes de batteries de lithium, un système de production d'hydrogène en prenant l'eau de mer et en convertissant l'eau de mer en hydrogène avec 200 litres de capacité. Et au même moment, il y a cette comète, cette voile, une voile de 40 mètres carrés qui est capable de tirer le bateau de 100 tonnes à 8 nœuds, à condition que vous allez dans la bonne direction. Mesdames et messieurs, ce bateau est un bateau qui fonctionne comme une petite communauté. Elle produit l'eau potable, parce que quand vous produisez de l'énergie avec l'hydrogène, votre sous-produit, c'est l'eau potable. Alors nos messages, lors de notre voyage autour du monde, et nous venons de quitter l'île de Pâques, nous sommes en train d'arriver à Tahiti. Notre message, c'est que si vous avez une communauté, une petite communauté aux îles, si vous avez l'eau salée, vous avez vent et soleil, eh bien, mesdames et messieurs, vous avez toute l'énergie qu'il vous faut. L'eau et les deux ensemble vous donnent toute l'agriculture
dont vous avez besoin. Notre premier grand test, c'était l'île de Pâques. Eh bien, l'île de Pâques vient de signer un accord avec la totalité de la population afin de transformer l'économie dans une économie sans carburant fossile. Le bateau est passé, tout le monde était convaincu. Et nous allons passer les prochaines années, île par île, pour dire, mesdames et messieurs, le bateau est un cas concret. Si le bateau est capable de faire, vous êtes capable de le faire. Je ne peux pas passer de ne pas parler des plastiques. Il faut qu'on me parle des plastiques. Mesdames et messieurs, je ne prends plus d'eau des bouteilles plastiques. Je ne prends plus. Pourquoi? Eh bien pour ça. Je ne sais pas si on vous a informé que dans chaque bouteille plastique que vous prenez, il y a au moins 5000 microparticules de plastique que vous ingérez. Vous aimeriez bien avoir de l'eau avec plastique ou sans plastique? Je pense que tout le monde souhaite avoir sans plastique. Les gens ne se rendaient pas du tout compte, parce qu'en plus, on n'avait pas les instruments pour le mesurer. Mais on ne se rend pas du tout compte. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de lancer une étude sur l'impact de ces microparticules plastiques dans toutes les bouteilles plastiques. Jusqu'à présent, on ne vous a pas informé que vous buvez eau avec plastique. On vous dit, microparticules, c'est petit. Excusez-moi, quand je vois combien de bouteilles d'eau en plastique vous buvez, et chaque fois que vous avez des milliers de microparticules, ça va où? On ne peut pas prétendre que tout va sortir de notre côté. Et je crois que le moment est arrivé d'avoir encore une fois des propositions positives. Il y a des années, on nous a fait un grand calcul. Et le calcul nous indiqua que les bouteilles plastiques sont moins mal pour l'environnement que les bouteilles en verre. Parce que les bouteilles de verre pèsent trop. Eh bien, le calcul était faux. C'est normal qu'on vous laisse quand même à Coca-Cola de faire le calcul. C'est normal qu'ils arrivent à des intérêts qui sont les leurs. C'est normal quand même maintenant, je suis obligé de vous dire que c'était erroné de les croire. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons déjà monté 11 usines en Europe seulement, où on prend les déchets de verre, on les granule, on fait une poussière, on rajoute CO2 et on fait une mousse de verre. Une technologie qui fut développée déjà dans les années 30, qui nous permettent, surtout dans le pays où il y a une grande demande pour la construction, je crois que le Maroc, vous avez besoin de construction. Eh bien, mesdames et messieurs, vous pouvez faire la construction préfabriquée avec cette mousse de verre recyclée. C'est un matériel qui est un isolant. C'est un matériel qui ne prend jamais feu. C'est un matériel qui résiste au soleil, qui résiste l'ultraviolet, qui résiste l'acidité, qui résiste le tout. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui déjà, dans la totalité de nos initiatives, 11 usines montées. Il y a des fonds d'investissement qui sont dédicacés à ne faire que ce type de projet. Pourquoi vous avez encore des bouteilles plastiques? Eh bien, vous les avez. Alors, changeons-le. Et c'est pour ça que j'insiste toujours de ce que nous avons besoin, plus que jamais, sont des entrepreneurs, des gens qui prennent l'initiative, qui disent c'est évident que c'est peut-être possible. Et évidemment, on a besoin d'un appui politique. Ce sont souvent des décisions politiques qu'il faut avoir, un leadership, comme on dit. Quelqu'un doit dire non, pas, c'est fini. Et faisons quelque chose qui est nettement meilleur que ce que nous avons cru jusqu'à présent qui était possible.
le Wi-Fi. Vous savez que je vois là, en haut, un routeur. Ce routeur, c'est l'équivalent de... Ah, il y a une autre là. Vous en avez deux? Probablement, il y a encore deux autres cachés. J'imagine, hein? Et quand même, vous avez un routeur. Ce routeur, ça consomme l'équivalence de 3 ampoules de 60 watts, jour et nuit. Les lampes TL que vous avez consomment aussi un peu d'énergie. Si vous les remplaceriez avec la nouvelle génération des LED, vous économisez plus ou moins 90% et vous éliminez les routeurs. Parce que dans un salon comme celui-ci, vous pouvez avoir l'Internet par lumière, le Wi-Fi. Quand même, je comprends que la majorité des grands fabricants des systèmes Internet aujourd'hui n'aiment pas du tout l'idée du Wi-Fi. Mais la transmission des données par lumière fut déjà inventée par M. Graham Bell. Vous vous rappelez Graham Bell? Il a inventé le téléphone, il a inventé le photophone. Mais tout le monde s'est mis sur le téléphone et on a un peu oublié le photophone. Mesdames et messieurs, l'installation du réseau lumière est l'infrastructure la plus répandue sur notre Terre. Toute installation lumière, chaque ampoule peut se transformer en satellite, pas seulement en centre de transmission des données, mais en satellite. Que font les satellites pour nous aujourd'hui? Transmission des données. 1, 2, GPS. Nous avons une géolocalisation par des satellites. Quel est le problème avec les satellites? Qui sont à 20 km par là et 20 km par là. Alors pour faire une géolocalisation, c'est normal qu'il y a toujours 10 ou 20 mètres d'erreur. Et si vous êtes aveugle, 20 mètres d'erreur, c'est un peu trop. Hein. Si vous êtes malvoyant et vous cherchez des toilettes, je vous assure, avec GPS, ça ne fonctionne pas. Raison pour laquelle on a développé le système GPS par lumière. Si vous avez la triangulation sur 10 mètres avec un téléphone, nous avons la capacité de vous positionner avec 1 centimètre près. La technologie des satellites est de l'époque néandertale. Nous sommes dans la modernité et on peut faire une géolocalisation par lumière qui est très précise. Mesdames et messieurs, c'est si évident. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un téléphone, qui a un portable. Il y a des gens avec un portable. Je le traite, mais je vous le rends. Hein. Vous me donnez un portable. Ce portable a un écran. L'écran est illuminé par 5 petites lumières LED derrière. Moi, je peux aujourd'hui hacker votre téléphone par lumière et par votre écran. Je ne le fais pas parce que sinon on me met en prison. Deuxièmement, il y a quand même une caméra des deux côtés. Je peux entrer dans votre téléphone par votre caméra avec la lumière. Parce que le caméra est fait pour recevoir et renvoyer de la lumière. Il y a une petite lampe infrarouge. Avec l'infrarouge, je peux faire WhatsApp avec vous. Parce que le firmware, l'architecture de ce téléphone
Ils ont connecté l'infrarouge avec votre système logiciel qui me permet de faire WhatsApp sur votre infrarouge. Aujourd'hui, il y a une lampe LED. Cette lampe, je peux mettre la fameuse lampe de la 4e génération, c'est une lampe qui clignote 100 millions de fois par seconde. Et entre deux clignotes, je peux mettre une code pour votre banque. Et s'il y a quelqu'un qui veut piquer votre code, il coupe la connexion. Ah, c'est sûr. Ça veut dire que le téléphone est fait pour le Wi-Fi. Parfaitement. En plus, aujourd'hui, les gens, ils se promènent comme ça. Hein. Alors, tout le monde est prêt pour recevoir des connexions. Si vous les gardez comme ça. Si vous ne voulez pas de connexion, en poche. Je vous le rends. Vous voyez que la technologie est là. Mais le firmware est contrôlé par une entreprise qui s'appelle Qualcomm. Et Qualcomm a fait des accords avec les opérateurs téléphones, les portables, les fameux. J'ai vu, vous avez aussi des antennes sur votre toit. Il vous paye pour ça, j'espère. J'espère qu'ils payent bien. Mais vous savez qu'il est aujourd'hui possible, dans chaque salon, de faire une connexion par ampoule, par téléphone. Et si c'est un salon avec 400 places, je mets 400 LED et chacun peut faire un upload et download à 10 gigs par seconde. Vous savez ce que ça veut dire, 10 gigs par seconde? C'est un peu mieux que vous avez aujourd'hui. Hein? Si vous êtes gamer, vous adorez ça. Si vous n'êtes pas gamer, vous aimez bien regarder des vidéos. Il n'y a pas assez de vidéos. Vous pouvez baisser 23 vidéos par seconde. 23 vidéos par seconde. Votre appareil téléphonique n'est pas fait pour ça. C'est ça ce qui est la révolution. Vous êtes un pays jeune. Vous avez des gens qui souhaitent développer des nouveaux marchés. Nous avons lancé à Paris avec la mairie pour 2024 pour les Jeux Olympiques que toutes les stations métro et RER à Paris seront équipées avec le Wi-Fi pour guider les malvoyants. Finalement, on rend le service aux malvoyants. On le fait dans les mines, on le fait avec des masques, on le fait avec plusieurs initiatives. Mais je crois que le plus important pour nous, c'est cette révolution de l'agriculture. Mesdames et messieurs, il faut qu'on change l'agriculture. Et ce n'est pas la génétique et ce n'est pas la chimie qui va le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous cherchons toujours des opportunités hors de nos mains. Le backbone, le support de ce système, c'est l'éclairage public des routes. Aujourd'hui, pour le gouvernement, c'est un coût. Dans le futur, avec les lampes LED, ça va se convertir dans les réseaux des données. Et au lieu d'envoyer toutes les questions sur Google que vous avez aujourd'hui, qui sont tous renvoyées aux États-Unis, excusez-moi, hein, le colonialisme, c'est quand même fini. Mais dans les données, c'est pas du tout fini. Chaque question que vous posez sur Internet aujourd'hui est renvoyée aux États-Unis. Mais tout! Absolument tout! Et chaque fois que vous dites « oui, nous sommes d'accord de le faire », oui, nous sommes d'accord de le faire. Et quand vous avez le réseau lumière chez vous, vous contrôlez vos données. C'est plus nécessaire de le renvoyer aux États-Unis. Ça veut dire qu'il faut développer quand même des services avec une architecture totalement différente. La différence, c'est qu'on a zéro radio-onde, on économise 80% d'énergie et que la transmission des données est une vitesse de 200 fois plus vite que le 5G qui n'est pas encore arrivé. 5G qui n'est pas encore arrivé.
mesdames et messieurs, pour terminer, si vous me permettez, je vais parler de quelque chose que personne n'aime bien parler, les couches culottes. Eh bien, ce sont des couches culottes, c'est la pub, c'est la publicité, les couches culottes. Ça, avec 6 enfants, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors aujourd'hui, on les jette, on lave, Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons fait un travail depuis 6 ans avec une équipe à Berlin et nous avons décidé de faire des couches culottes, ce qu'on appelle terra preta, une terre noire. Pour pouvoir faire une terre noire, il faut changer les plastiques, ce sont tous des bioplastiques, c'est évident avec du charbon. 2, au lieu d'utiliser cellulose des sapins génétiquement manipulés, nous utilisons le bambou. Parce que le bambou pousse quand même 60 fois plus vite en volume cellulose qu'un sapin. Alors il faut quand même donner la force de la nature, ses priorités. Et on rajoute le carbone végétal de bambou, parce que quand la peau de l'enfant est irritée, il faut soigner. Et en Asie, on soigne toujours la peau des enfants avec le charbon de bambou. Alors on le rajoute. Bien entendu, la pauvre peau de l'enfant sera un peu noire, mais c'est mieux que rouge. Parce que quand la peau est rouge, maman et papa ne dorment pas. Mesdames et messieurs, nous avons fait le test avec quelques milliers de familles en Allemagne. Nous sommes capables de vous donner des chiffres qui quand même surprennent. Un bébé, couche culotte, produit par an 1000 kilos de terre noire. C'est beaucoup, hein? Avec 1000 kilos de cette qualité de terre noire qui est 28 à 30% carbone végétal, fermenté, d'extraordinaire qualité, nous avons assez de matières premières pour planter 1000 arbres fruitiers. Mesdames et messieurs, faisons le calcul ensemble. Un bébé, 1000 arbres fruitiers. Chaque arbre fruitier, après 5 ou 10 ans, 50 kilos de fruits. Un bébé, 50 tonnes de fruits par an, d'ici 10 ans. Vous me suivez? C'est quand même pas difficile, hein? Vous n'avez pas l'intention de faire pousser encore quelques arbres fruitiers chez vous? Je crois que le désert sera récupéré en quelques années grâce au bébé. Au lieu de mettre tout ça dans la déchetterie, il faut le mettre quand même dans des déserts où vous allez récupérer l'écosystème. Oui, j'ai écrit quelques livres et aujourd'hui j'ai pu partager avec vous seulement 8 exemples. Mesdames et messieurs, j'ai 204 cas concrets réalisés. J'ai encore 196 à vous présenter. Je ne crois pas que c'est pour aujourd'hui. Mais mon travail principal, ce n'est pas ce que je vous ai partagé. Mon travail principal, c'est l'écriture des fables. Je suis un écrivain des fables pour les enfants. Je traduis tout ce que nous faisons. Toutes les nouvelles sciences qu'on a fait la découverte, je les traduis en fables pour enfants. Je suis extrêmement fier et honoré de pouvoir vous dire que le gouvernement chinois a décidé que toutes mes fables doivent être distribuées dans toutes les écoles chinoises. Nous avons démarré il y a 5 ans, en 5000 écoles. Aujourd'hui, j'ai 180 fables distribuées en 735 000 écoles en Chine. Je suis probablement le meilleur auteur, l'auteur le meilleur distribué en Chine, mais j'avoue toujours que c'est facile parce que Harry Potter est introduit en Chine. Je crois qu'Harry Potter probablement a gagné, mais Harry Potter quand même sont pas 180 000 encore. La Chine a décidé
que la philosophie que je présente doit être exposée à tous les enfants, dès leur 3e année. Tous les enfants. Je passe chaque année au moins 4 semaines en Chine, où je partage mes expériences avec des enfants entre 3 et 18 ans. Je donne des cours à l'école normale de la Chine, où nous formons chaque session 2500-3000 instituteurs enseignants. La Chine a le but que j'enseigne en une décennie 100 000 enseignants. Comment présenter et raconter des fables. Mesdames et messieurs, les fables, les grandes histoires, 1001 nuits, c'est quand même vous. Est-ce qu'on n'a pas trop insisté sur les plans d'affaires et les Excel spreadsheets? Est-ce que le monde n'est pas arrivé de raconter à tout le monde, y inclus les universitaires, des fables qui vous inspirent, qui vous permettent quand même de rêver et de faire des projets pour la vie? Parce que je crois que beaucoup d'entre nous, quand nous avons entendu une belle histoire qui nous a touchés, nous avons décidé quand même de prendre un certain chemin dans notre vie. On ne raconte plus des histoires, mesdames et messieurs, sont devenues trop sérieuses. C'est pour ça que je crois qu'il est très important que nous réveillons en nous l'enfant que nous avons en nous, qui souhaite vraiment de contribuer au bonheur de sa famille, de sa communauté et de son pays. Merci. Merci. Et puis on va essayer de prendre quelques questions. On prendra quelques-unes. Qui c'est qui souhaite poser une question? Ouais, donc là, ça marche. On prendra quelques questions qui souhaitent intervenir. Oui, je l'ai. Allez-y. Est-ce qu'il y a une question? Avant tout, je tiens à remercier Approchez le micro. Si vous pouvez juste vous présenter, vous êtes étudiant où et... Donc, Ashraf, étudiant en master économie de l'environnement, faculté de droit de l'université d'Alger. Donc, je tiens à vous remercier tous. Et je rentre directement dans le sujet. Donc, je présume que proposer la croissance et la décroissance tout ensemble, dépendamment du contexte où l'on se situe. Puisque dans certains contextes, il s'agit encore de répondre aux besoins de base. Alors que dans d'autres, il s'est avéré qu'il faut absolument décroître. Donc, le souci, c'est de savoir comment peut-on changer la mentalité et les comportements qui perdent consommation et de passer enfin à des comportements plus raisonnables. En termes d'innovation, bien entendu, les nouvelles technologies nous apportent généralement beaucoup de solutions sociétales. Mais malheureusement, ça conduit à une augmentation régulière et soutenue de la consommation énergétique. Donc, j'aimerais bien savoir, que pensez-vous de ce paradoxe?
Et merci encore. Merci. Encore oui, la demoiselle, juste. Bonsoir, je suis Sabine Crado, étudiante en M2 Astroécologie et Environnement à la faculté de droit ici à Marrakech. Alors, ma question est, je vais aller droit au but. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir partagé avec nous toutes ces expériences. Et comment, à votre avis, comment on peut créer des conditions d'un développement de pratiques biométriques dans les pays du Sud où la recherche est dynamique mais semble encore insuffisamment organisée et structurée. Merci. Merci. S'il y a encore le jeune homme ici. Bonjour, M. Poli. Je voulais vous parler d'une expérience que vous avez tentée, vous n'en avez pas parlé ici, mais c'est en Amérique du Sud où il s'agissait de replanter une partie de la forêt amazonienne qui vous a amené à créer une source d'eau. Vous avez eu l'occasion, vous allez sûrement nous en parler mieux que nous. Ce qui est intéressant, vraiment, je me pose la question de l'applicabilité au Maroc, c'est le fait de créer un microclimat à l'échelle de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Est-ce que vous avez des données quantifiables sur... il y avait en gros une étude qui mettait en corrélation la déforestation dans la forêt amazonienne et la précipitation, les chutes de pluie, tout simplement. Tout se passait comme s'il y avait une boucle de rétroaction entre la pluie qui tombait, la pluie qui ne tombait plus et les états de forêt qui ce qui permet de penser qu'une zone, comme dit les désertiques, on a tendance à dire que c'est un désert parce qu'il ne pleut pas, mais peut-être c'est un peu plus subtil que ça. Que les arbres, la végétation avaient cette capacité d'amener à elle des mouvements dans les très hautes atmosphères. Et vous êtes proche de ce type d'expérience à très grande échelle, enfin plusieurs dizaines de kilomètres carrés si je me rappelle bien. C'est quoi les données et dans quelle mesure c'est exportable et dans quelle mesure c'est possible de lutter contre la désertification ici au Maroc en appliquant ce type de données. Merci. Merci. Encore derrière. Bonjour, Princesse Pierre. Je passe avec mon environnement, c'est à la faculté de Marrakech. Premièrement, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour le partage de votre expérience. En deuxième lieu, ma question est comment faire avec les pays en moins développement, les pays moins développés, leur seul objectif est de court terme. Merci. Peut-être une dernière question. Juste la demoiselle juste derrière. Ne me dites pas que c'est toujours le master. Bonsoir, je m'appelle Émilie Delmiérich, étudiante en première année master IPSP, c'est ingénieur des systèmes solaires thermodynamiques. Je vous remercie pour cette conférence, elle était très riche. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une loi internationale qui fait face aux mafias d'entreprises de l'humanité, car ils sont pour de l'environnement et ils sont pour de la génération suivante? Et de ce fait, est-ce qu'on peut imposer des conditions et des normes aux entreprises, par exemple plastiques ou bien dans le domaine de l'agriculture? Merci. Merci. Et on va. Peut-être il y a le jeune juste à côté, là. Ouais. Juste. Ouais. Et puis on donnera la parole. Bonsoir, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir monsieur bien approuvé pour votre présentation. Je suis étudiant de l'Institut Marrakech en quatrième année de commerce. Ma question, c'est que vous et beaucoup d'autres écrivains, beaucoup d'autres doctorants, ils parlent aujourd'hui de l'économie bleue, de l'économie verte et beaucoup d'autres initiatives qui sont en quelque sorte modernes et qui veulent apporter de la réforme à l'économie actuelle. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce qu'il est aujourd'hui raisonnable d'apporter ces modèles-là aux économies africaines ou aux économies qui sont en développement, alors qu'on parle de la question, par exemple, du chômage, on parle de la pauvreté et beaucoup d'autres problèmes qui nécessitent d'abord
un système ou plutôt un processus d'industrialisation. La Chine a fait un grand pas vers l'avant grâce à une industrialisation et grâce aussi à un facteur énergétique. Et elle paye aujourd'hui son prix de pollution de l'air, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, est-il raisonnable d'apporter ces modèles-là de l'économie verte ou n'importe quel d'autre pays africain? Merci. Merci. À vous la parole. Merci. La première question à propos de la croissance et de la décroissance. Moi, je ne crois pas dans des formules magiques. Il faut décroître, il faut croître. Il ne faut pas juxtaposer l'un contre l'autre. De ce que nous avons besoin, c'est une transformation fondamentale de l'économie avec des nouveaux règles du jeu. Il faut établir les nouvelles règles du jeu. C'est quand même pas possible qu'on met dans le cerveau de tous les économistes qu'il faut avoir une économie d'échelle. C'est fini. Celui qui gagne, c'est celui qui est le meilleur marché. C'est fini. Celui qui gagne, c'est celui qui a une communauté. C'est celui qui a une résilience. C'est celui qui est capable de créer de l'emploi. C'est celui qui est capable quand même de mettre en œuvre les rêves et les créativités de sa population. C'est ça celui qui va gagner. Et on ne peut pas non plus se proposer que seulement la décroissance va être la solution. Non. On a besoin de croissance, mais d'une façon tout à fait différente. C'est pour ça que j'évite le jargon de croissance, décroissance, etc. Deuxièmement, les technologies. Il y a quelque chose qu'on appelle en anglais le rebound effect. C'est-à-dire que, oui, vous économisez de l'énergie, mais comme il y avait 2 milliards de personnes supplémentaires, ce que vous avez économisé ne veut plus rien dire parce que dans sa totalité, vous consommez plus. Et ça, c'est un des grands problèmes avec l'explosion démographique que nous continuons à vivre et où on nous dit depuis une décennie qu'elle va changer, mais ça ne change pas. Parce qu'il y a toujours le continent africain qui joue autrement. L'Afrique va doubler sa population en 30 ans. On va passer d'1 milliard à 2 milliards. Voilà, on va rajouter. Et ce n'est que le Japon qui va perdre 35 millions d'habitants. Le reste, personne ne va perdre. Alors je crois qu'on a besoin de beaucoup plus que seulement économiser de l'énergie et transformer. C'est pour ça que moi je parle des nouveaux règles du jeu. Si je parle par exemple de la production d'eau potable et la production des tomates au même moment, je change les règles du jeu. Quand je suis capable d'avoir une augmentation de la vitesse de transmission des données avec un facteur 200 et je réduis la consommation énergétique avec 80%, alors bien, je change la logique que normalement nous avons tous dans notre tête, qu'il y a une sorte de curve S qui toujours se développe. C'est la raison pour laquelle que je m'inspire beaucoup dans la nature, le biomimétisme, mais il faut quand même aussi avoir un certain réalisme. Le biomimétisme, dont, comme c'est pratiqué aujourd'hui, c'est la technologie dure. Quand moi je parle de biomimétisme, je parle des herbes. C'est quand même pas difficile. Hein? Un peu de peinture noire, un peu de peinture blanche. Et ça fonctionne. Qui connaît à Paris le siège social du groupe Clarins? Vous connaissez Clarins, Porte-Maillot. Ils ont adopté mon système de noir et blanc. Ils ont réduit la température avec 2 degrés. Vous savez, ça veut dire dans un immeuble à Paris que vous réduisez la température avec 2 degrés seulement en changeant la surface de votre immeuble. Alors je crois que le biomimétisme, il y a 2 grandes vagues. Il y a le biomimétisme où on devient quand même très technique, très complexe, etc. Pour moi, le biomimétisme que je cherche, c'est surtout le biomimétisme du système. Le système comme des écosystèmes où il n'y a pas de déchets. Dans les écosystèmes, il n'y a pas de chômage. Tout le monde travaille toujours selon ses capacités dans les écosystèmes. C'est quand même joli. Pourquoi est-ce que nous avons compartimentalisé la totalité de notre société, des gens qui travaillent, il y en a d'autres qui sont dans l'hôpital, mais tout le monde, tout le temps, dans les écosystèmes de la nature, contribue selon leurs capacités. C'est ça ce qu'il faut prendre comme objectif.
Et c'est simple de comprendre. C'est pour ça que j'ai beaucoup appuyé le travail de Janine Benius et des autres il y a 15 ans pour le biomimétisme. Mais quels sont les produits concrets de haute technologie biomimétique qui aujourd'hui sont sur le marché? Il y en a un, ça s'appelle Velcro. Ça fut déjà développé dans les années 50. Pour